Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Point de vue. Collection dirigée par Denis Prienne. Dernière parution. Benoît Kwaku Kwaku, Le sursaut. Pour le développement de l'Afrique et le changement social, 2022. Syrien Kanamugire. La création de la richesse de la révolution industrielle à l'ère du numérique, 2022. Bernard Bamogo, L'homme est un remède pour l'homme. L'humanisme de l'Afrique à l'Europe, 2021. Chanda Tonme, Sociologie du pouvoir et de la puissance. Triomphe et décadence des intelligences académiques, politiques et diplomatiques, 2021. Chrysanthos Obama Ondo, L'Afrique et sa culture de la démocratie. Une évaluation de la réalité culturelle africaine, face à l'enjeu de sa consolidation démocratique, 2021. Francis Mpoussa, Quand le Congo s'éveillera. Le pacte de l'héritage avec Denis Sassou Nguesso, 2020. Cheikh Faye, tutelle postcoloniale. Le Sénégal, 13e territoire d'outre-mer de la France, 2020. Jean-Claude Kayumba, La puissance du changement des mentalités, 2020. Alfred Mbouyi Mizedeka, Lettre ouverte au monde noir africain, colonisateur et colonisé devant le jugement de l'histoire, 2020. Boulou et Banda Nyabibedi, Cameroun 2010 à 2020. Essais, nouvelles et commentaires politiques, 2020. Biram Oualtako Ndiaye, L'Afrique saturée de sens, les illusions immobilisent le continent noir, 2020. Youssouf Boina, Comores. Quelle transition entre la voyoucratie et la République? Lettre ouverte au colonel président des Comores, 2020. Alassane Najoum, Les ruptures conjugales en Afrique subsaharienne musulmane, Analyse socio-anthropologique du Tachi, de la répudiation, 2020. DEDICACE. Une pensée pieuse, chargée d'un amour infini et d'une vive émotion à l'égard de Madame Mahé Émilienne épouse Bakra, ma grand-mère. Elle parcourut à la marche, plusieurs dizaines de kilomètres, accompagnée de ses petits-enfants, pour se réfugier à la frontière du Libéria, afin d'échapper aux conséquences de la crise post-électorale de 2011 qui s'est muée en folie meurtrière en Côte d'Ivoire. Remerciements. À Madame Marie-Louise Bakra, ma mère, mon socle, mon pilier. À l'apôtre Daniel Yaba et le prophète Naomi Yaba, leader de l'Église évangélique de la Nouvelle Alliance, garant de mon équilibre personnel et de mon développement spirituel. À Monsieur Stéphane Kipré, membre du Conseil stratégique et politique, premier vice-président du Parti des peuples africains, Côte d'Ivoire, PPACI, ex-président de l'Union des nouvelles générations. À Monsieur Étienne Nguessane, membre du comité de contrôle du Parti des peuples africains, Côte d'Ivoire. PPACI, ex-vice-président de l'Union des nouvelles générations. À Mademoiselle Inaya Lago, ma fille, ma source d'inspiration et de motivation. À Madame Marie-Paul Begré, si jeune, nous avons fait notre part dans ce combat, nous avons eu raison de persévérer, nous avons gagné. À Madame Nina Tao, l'altruisme incarné. À toute ma famille biologique, spirituelle et politique. À tous mes proches et connaissances. À tous les professeurs et mes collègues de la formation continue du administrateur d'élection, Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Merci infiniment pour votre soutien, votre aide, votre bienveillance, vos précieux conseils ainsi que vos prières. Que Dieu, qui rend toutes choses possibles, vous bénisse abondamment encore et toujours au-delà de vos espérances. Introduction. La vision de l'Union africaine est de devenir une Afrique intégrée, prospère et en paix, gérée par ses propres citoyens et une force dynamique dans l'arène internationale. Cette vision continentale est pleinement partagée par les États membres de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Cependant, les conflits électoraux en leur sein, par leur violence et leur pouvoir de déstabilisation, semblent constituer un frein à l'accomplissement effectif de cette noble aspiration. 1. Le contexte historique de l'avènement d'élections démocratiques au sein des États membres de la CEDEAO. Un contexte historique conflictuel. Le 28 mai 1975, le traité de Lagos engendre la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO.
La CEDEAO est une organisation internationale qui rassemble 15 États issus de l'ouest du continent africain, le Bénin, le Burkina Faso, le Cap-Vert, la Côte d'Ivoire, la Gambie, le Ghana, la Guinée-Bissau, le Libéria, le Mali, le Niger, le Nigeria, le Sénégal, la Sierra Leone et le Togo. Son objectif premier est de favoriser l'intégration économique par la promotion et le renforcement de la construction d'un marché commun. Le 24 juillet 1993, le traité de Cotonou révise le traité de Lagos afin d'accélérer cette intégration économique et d'accroître la coopération politique entre les États membres de la communauté. En plus de ces buts économiques, politiques et juridiques qui se traduisent d'une part, par la réalisation d'un marché régional et d'une monnaie unique, d'autre part, par la création d'une conférence des chefs d'État et de gouvernement, d'un Parlement et d'un Conseil économique et social, puis par la création d'une Cour de justice et d'un tribunal arbitral afin de respecter les décisions de la communauté et trancher les litiges relatifs à l'interprétation et à l'application des dispositions du traité, la communauté poursuit aussi et surtout des objectifs sécuritaires, démocratiques et de bonne gouvernance. Afin d'accorder une importance capitale aux raisons intrinsèques au conflit, à l'insécurité et à l'instabilité qui sévissent dans cette zone géographique, les États membres de la CEDEAO signent le 21 décembre 2001 à Dakar, un protocole sur la démocratie et la bonne gouvernance additionnel au protocole relatif aux mécanismes de prévention, de gestion, de règlement des conflits, de maintien de la paix et de la sécurité, signé à Lomé le 10 décembre 1999. De plus, ils réaffirment leur attachement à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Convention internationale. La Charte africaine des droits de l'homme et des peuples a vu le jour le 27 juin 1981 à Nairobi au Kenya lors de la conférence des chefs d'État de l'Organisation de l'Unité africaine, OUA, et est entrée en vigueur le 28 octobre 1986. Le 9 juillet 2002, l'Organisation de l'Unité africaine devient officiellement l'Union africaine, UA. Elle regroupe 55 États membres du continent africain, dont les États membres de la CEDEAO. Les desseins de cette organisation internationale résident entre autres dans la protection des droits de l'homme et des peuples, dans la participation effective des femmes au processus de prise de décision notamment dans les domaines politiques, économiques et socioculturels, ainsi que dans la promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité reposant sur des principes et des institutions démocratiques, sur la participation populaire et la bonne gouvernance. Dans les années 1980 à 1990, en proie au système politique autoritaire, l'Afrique subsaharienne en général et les États membres de la CEDEAO en particulier, dans leur aspiration à la démocratie et au multipartisme, ont opéré un processus de démocratisation. Pour analyser les transitions des régimes politiques dictatoriaux vers des régimes démocratiques, Samuel Phillips Huntington, professeur de sciences économiques à l'université d'Harvard, parle de « troisième vague de démocratisation ». La première vague de démocratisation, relative aux révolutions américaines et françaises, s'étend de 1828 à 1926. La deuxième vague de démocratisation se concrétise par la victoire des Alliés lors de la Seconde Guerre mondiale, qui impose leur modèle politique aux pays vaincus. Une vague de démocratisation se traduit par le fait que, dans une période historique précise, le nombre d'États totalitaires qui décident d'enclencher une transition vers la démocratie est supérieur au nombre de pays qui font le choix contraire. Parmi les États membres de la CEDEAO, tous ont fait le choix du passage à un système politique démocratique. Cette décision s'est cristallisée d'une part, autour de l'élaboration de réformes électorales afin de favoriser la transparence, l'impartialité dans la gouvernance politique et l'administration électorale, et d'autre part par de profondes modifications constitutionnelles telles que le retour au multipartisme, l'égal accès aux organes de presse, la possibilité pour la société civile d'émettre un avis sur les questions politiques, le renforcement du pouvoir judiciaire afin de statuer efficacement sur les désaccords électoraux. Cependant, au sein de la plupart des États membres de la CEDEAO, les premières élections démocratiques se sont déroulées dans un climat conflictuel et de forte instabilité politique. En effet,
Au Bénin, l'élection de Nicéphore Soglo à la présidence, le 24 mars 1991, met fin à la gouvernance d'obédience marxiste-léniniste du colonel Mathieu Kérékou, arrivé au pouvoir par le biais d'un coup d'État le 26 octobre 1972. Ce premier essai démocratique a été entaché par des violences électorales et ethniques, entre le nord et le sud du pays. Le nord est acquis à la cause de Mathieu Kérékou, tandis que le Sud constitue un soutien pour Nicéphore Soglo. Le bilan déplorable de cette élection est de 2 morts et une quinzaine de blessés. Au Burkina Faso, l'élection présidentielle du 1er décembre 1991 est boycottée par les partis politiques d'opposition qui réclament une conférence nationale. Blaise Compaoré, arrivé au pouvoir à la suite d'un coup d'État le 15 octobre 1987, est le candidat unique à cette élection. Il obtient 86,4% des suffrages, tandis que le taux d'abstention s'élève à 72,7%. 8 jours après cette élection, soit le 9 décembre 1991, survient l'assassinat de Clément Ouédraogo, membre de l'opposition, au cours d'une réunion du mouvement englobant les principaux partis politiques hostiles au régime de Blaise Compaoré. En Côte d'Ivoire, le président Félix Houphouët-Boigny est confronté en 1990 à une grogne sociale et politique du peuple, qui prend sa source d'une part, le 25 mai 1987 dans la déclaration d'insolvabilité du pays, qui ne parvient plus à régler sa dette internationale et d'autre part dans les mesures d'austérité économique qui en découlent. Pour la première fois depuis l'indépendance du pays survenue le 7 août 1960, il accepte le 3 mai 1990 le multipartisme et par conséquent, le fait qu'un adversaire politique l'affronte lors d'une élection. Le 31 mai 1990, 9 partis politiques sont légalisés. Le 28 octobre 1990, le président Houphouët-Boigny gagne l'élection présidentielle face au candidat de l'opposition, Laurent Gbagbo, qui déplore de multiples irrégularités dans le processus électoral. De 1965 à 1994, la Gambie fut un exemple de stabilité politique et démocratique. Le président Daouda Jawara, arrivé à la tête de la Gambie en 1970, n'a pas imposé un régime de parti unique. Sous sa présidence, la liberté d'expression ainsi que la présence significative des opposants étaient garanties. En 1992, avant le scrutin présidentiel et législatif, il annonce sa volonté de se retirer de la vie politique. Cette décision a eu pour conséquence la naissance d'une lutte entre les franges opposées de son parti politique et un risque d'implosion de celui-ci. Il se ravise et participe donc aux élections législatives et présidentielles de 1992. Son parti politique et lui remportent les élections du 29 avril 1992 face à son adversaire, Chérif Moustapha Diba. 2 ans plus tard, le régime du président Jawara, accusé de corruption, est renversé par un groupe de militaires. Le 22 juillet 1994, le lieutenant Yahya Jammeh accède au pouvoir et la Gambie va connaître une réduction des libertés fondamentales accompagnée de violences politiques. La démocratie laisse place à la suspension des partis politiques ainsi que de la loi fondamentale de l'État, et à l'instauration d'un gouvernement militaire provisoire. Du 24 février 1966, date du renversement du président Kwame Nkrumah par un putsch au 28 décembre 2000, élection de John Kufuor à la présidence du Ghana, ce pays va connaître une longue période d'instabilité politique ponctuée par des coups d'État militaires et des sursauts démocratiques avec la tenue des élections législatives en août 1969, garantissant une compétition entre plusieurs partis politiques et le retour au multipartisme en 1979, qui avait été interdit à la suite du coup d'État du 13 janvier 1972 dont le colonel Ignatius Ampong est l'auteur. Bien que la campagne électorale ait été caractérisée par plusieurs actes de violence, l'élection de John Kufuor à la présidence du Ghana met fin à la gouvernance de Jerry Rawlings, arrivé au pouvoir par un coup d'État, le 31 décembre 1981. Le 19 décembre 1993 a lieu en Guinée, la première élection présidentielle qui admet le multipartisme. Cette élection qui révèle la victoire de Lansana Conté, arrivé au pouvoir en 1984 par le moyen d'un coup d'État, est décriée par l'opposition et entachée de violences meurtrières. En Guinée-Bissau,
le multipartisme est rétabli en mai 1991. La première élection présidentielle après ce rétablissement a lieu le 7 août 1994. Elle est remportée par João Bernardo Vieira, premier responsable du Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert, parti au pouvoir depuis l'indépendance du pays en 1973. Son adversaire Kumba Yala refuse toute participation de l'opposition à un gouvernement d'union nationale. 4 ans plus tard, en juin 1998, une mutinerie vient freiner l'entame de ce processus démocratique. En effet, le général Ansuman Mané est destitué le 6 juin 1998 par João Bernardo Vieira pour cause de négligence dans une affaire de trafic d'armes destinée aux rebelles de Casamance. En riposte à cette destitution, des militaires acquis à la cause du général Ansuman Mané occupent une base militaire à Bissau à partir de laquelle ils bombardent la capitale, ce qui crée d'importants déplacements de population. Le président Vieira répond à cette attaque en demandant l'aide des troupes du Sénégal et de la Guinée. Le 26 août 1998, au Cap-Vert, un accord de cessez-le-feu est signé. Cependant, soutenu par les séparatistes sénégalais du mouvement des forces démocratiques de Casamance, les militaires rebelles rompent celui-ci le 17 octobre 1998. Le président João Vieira décide d'engager un dialogue avec le général Mané. Ils réussissent à signer un accord de paix, le 2 novembre 1998, après leur participation au sommet de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, à Abuja, au Nigeria. Cet accord prévoit le retrait des forces armées de Guinée et du Sénégal, l'intervention des forces armées ouest-africaines de l'ECOMOG à la frontière de la Guinée-Bissau et du Sénégal et l'organisation d'élections générales en 1999. Il n'a pas été respecté, du fait du refus du désarmement des troupes fidèles au président Vieira. Le 7 mai 1999, l'armée dirigée par le général Mané renverse le président Vieira. Malam Bakay Sagna, président de l'Assemblée nationale, assure l'intérim de la présidence de l'État jusqu'aux élections générales prévues en novembre 1999. Au Libéria, l'élection présidentielle du 15 octobre 1985 marque le retour à la démocratie. Elle est remportée par le général Samuel Doe, arrivé au pouvoir par un putsch en avril 1980. Les résultats de cette élection sont fortement contestés par l'opposition. Le 12 novembre 1985, soit moins d'un mois après le début du processus démocratique, des forces armées conduites par le général Thomas Kwiwongpa déclarent qu'elles ont pris le pouvoir. Cependant, l'armée fidèle au général Samuel Doe parvient à récupérer le contrôle de la capitale à la suite d'intenses combats ayant entraîné de nombreuses victimes. Le 15 novembre 1985, le général Kwiwongpa est tué. L'armée et les partis d'opposition qui avaient participé à l'élection du 15 octobre sont vivement réprimés. Du 9 au 17 janvier 1990, de violents affrontements éclatent entre l'armée loyaliste et les forces rebelles, qui ont pour objectif de renverser le gouvernement de Samuel Doe. Entre le 6 et le 31 juillet 1990, ces combats se muent en une véritable guerre civile d'une violence inouïe. Elle durera plus d'une dizaine d'années. Au Mali, en janvier 1991, le processus démocratique débute par des émeutes à la suite de l'interdiction d'exercer des activités politiques, posée par le président Moussa Traoré, à l'encontre des associations luttant en faveur du multipartisme. Le bilan de ces violentes manifestations est d'une centaine de blessés et de plusieurs morts. Le 25 mars 1991, le pouvoir du président Moussa Traoré prend fin par un coup d'État militaire. Le lieutenant-colonel Amadou Toumani Touré dirige un conseil de réconciliation nationale qui dissout le Parlement, le parti unique ainsi que la Constitution. Le 8 mars 1992, se tiennent des élections législatives dont le parti d'Alpha Oumar Konaré, l'Alliance pour la démocratie au Mali, sort victorieux. La victoire de ce parti proche de la junte qui a renversé le président Traoré est contestée au premier tour de ces élections. Le faible taux de participation, 20%, a soulevé la question de la légitimité des élus. Le 12 avril 1992, Alpha Oumar Konaré arrive en tête au premier tour de la première élection présidentielle libre depuis l'indépendance du Mali en 1960. Le 26 avril 1992,
il en sort gagnant face à son adversaire Thieoulé Mamadou Konaté. Au Niger, 3 ans après une rébellion touareg réprimée dans le sang par les forces de l'ordre nigériennes, les premières élections législatives démocratiques ont lieu le 14 février 1993. L'Alliance des forces de changement obtient la majorité au Parlement. Le 27 mars 1993, l'opposant social-démocrate Mahaman Ousmane remporte l'élection présidentielle face à son adversaire Mamadou Tandja, président de l'ancien Parti uni. De l'arrivée au pouvoir du général Ibrahim Babangida par un coup d'État en 1985, à l'accession à la magistrature suprême du président Olusegun Obasanjo en 1999, le Nigeria va connaître un instable et violent processus de démocratisation qui se caractérise par une alternance et un bras de fer entre le pouvoir militaire et le pouvoir civil. En effet, le 12 juin 1993, a lieu une élection présidentielle destinée à mettre fin au règne du général Babangida et à remettre le pouvoir aux civils. Le 14 juin 1993, la commission électorale publie les résultats provisoires qui révèlent une probable victoire de Moshood Abiola contre son adversaire Bachir Tofa. Le 15 juin 1993, la Haute Cour d'Abuja interdit la publication des résultats en raison de la plainte d'une association proche du général Babangida. Le 23 juin 1993, les militaires annulent l'élection présidentielle. Le 24 juin 1993, Moshood Abiola se proclame président du Nigeria et appelle à la désobéissance civile. Le 26 juin 1993, le général Babangida annonce l'organisation d'une nouvelle élection dont le but est de mettre fin au régime militaire. Le 26 août 1993, le général Babangida remet ses fonctions de chef d'État et de commandant en chef des forces armées à Ernest Shonkan qui dirige par intérim un gouvernement d'union nationale. Ce passage de flambeau est critiqué par l'opposition qui déclare que ce gouvernement est contraire à la constitution de l'État du Nigeria. Selon l'opposition, soit Moshood Abiola aurait dû être investi, soit le président du Sénat aurait dû assurer l'intérim face à cette vacance du pouvoir. Elle appelle à une désobéissance civile totale. Le 10 novembre 1993, la Haute Cour de justice juge illégal le gouvernement d'Ernest Shonkan et explique qu'en cas de vacance du pouvoir présidentiel, la personne chargée d'assurer l'intérim est le président du Sénat en attendant une nouvelle élection présidentielle. Le 17 novembre 1993, face à l'intensification des manifestations populaires et sous la pression de l'armée, Ernest Shonkan démissionne de ses fonctions. Le général Sani Abacha, ministre de la Défense, se proclame chef de l'État et commandant en chef des forces armées. Le 18 novembre 1993, les partis politiques sont prohibés. Les institutions démocratiques mises en place sous le pouvoir du général Babangida, en vue de céder le pouvoir aux civils, sont dissoutes par le général Sani Abacha. Au Sénégal, le président Léopold Sédar Senghor démissionne de ses fonctions de chef d'État. Le 1er janvier 1981, le Premier ministre Abdou Diouf lui succède de plein droit conformément à la constitution sénégalaise. Le 24 avril 1981, l'Assemblée nationale sénégalaise vote une révision de la constitution qui entérine une conception large du multipartisme. Les partis politiques ne sont plus limités au nombre de 4, et leurs dénominations ne sont plus imposées. Le 27 février 1983, ont lieu des élections générales. Abdou Diouf sort victorieux de l'élection présidentielle. Le Parti socialiste dont il est membre, sort vainqueur des élections législatives face au Parti démocratique, parti de son adversaire Abdoulaye Wade. Ce parti conteste les résultats de ces élections en arguant l'existence d'une fraude généralisée. Le 28 février 1988, ont lieu des élections générales qui révèlent la réélection d'Abdou Diouf et son parti. Le 29 février 1988, l'état d'urgence est décrété à Dakar à la suite d'affrontements entre étudiants et forces de l'ordre pendant l'annonce des premiers résultats des élections. De nombreux dirigeants politiques dont Abdoulaye Wade sont arrêtés et traduits devant la Cour de sûreté de l'État. Tout en reprochant à l'opposition une manipulation de la jeunesse à des fins politiciennes, le président Abdou Diouf déclare que ces arrestations n'ont pas pour objectif de remettre en cause la démocratie pluraliste. En 1991,
La Sierra Leone adopte une constitution qui admet le multipartisme après 13 ans de parti uni. Après deux putschs, l'un en avril 1992 qui renverse le président Joseph Momo et fait 12 morts, l'autre en janvier 1996 qui destitue le président Valentin Strasser, le pouvoir retourne aux civils à la suite des élections générales de mars 1996. Ahmad Teran Kaba ainsi que son parti sortent vainqueurs de ces élections face à John Karefa Smart. Le 29 mars 1996, les militaires remettent le pouvoir au président civil élu. Le 25 mai 1997, un groupe de militaires met fin au pouvoir du président Kaba pourtant démocratiquement élu, à la suite de combats dont le bilan est d'une centaine de morts. Le président Kaba est forcé à l'exil. Après une dizaine d'années de guerre civile débutée en mai 1991 dont le bilan est de 100 000 morts et l'exode ou le déplacement de la moitié de la population sierra-léonaise, le président Ahmad Teran Kaba, restauré dans ses fonctions en mars 1998 à la suite de l'intervention des soldats de la force ouest-africaine des Interposition et Comog, remporte les élections générales du 14 mai 2002 face à son adversaire Ernest Koroma. Au Togo, en mars 1991, à la suite de violents affrontements entre les forces de l'ordre et les lycéens et étudiants favorables à un régime démocratique, le président Gnassingbé Eyadema reçoit les représentants de l'opposition et se prononce en faveur du multipartisme. Le 5 avril 1991, 2 personnes sont tuées par les forces de l'ordre pendant une manifestation d'étudiants visant à soutenir les revendications salariales de leurs professeurs. Le 8 avril 1991, 2 personnes sont tuées par balle au nord-ouest de Lomé, pendant que des milliers de jeunes envahissent les rues de la capitale pour réclamer le départ du président Gnassingbé Eyadema. Les manifestants ripostent en incendiant la sous-préfecture. Le 9 avril 1991, un couvre-feu est décrété sur toute l'étendue du territoire. Le 10 avril 1991, des soldats effectuent une opération de représailles dans un quartier populaire de Lomé. Plusieurs habitants se jettent dans la mer pour y échapper. Le 11 avril 1991, 19 corps sans vie sont retrouvés dans la lagune dont ceux de 2 femmes et 2 enfants. Le 12 avril 1991, pour faciliter un retour à l'apaisement, 2 lois sont votées et promulguées. L'une prévoit une amnistie et l'autre, l'instauration du multipartisme. Le 28 août 1991, le président Gnassingbé Eyadema est privé de l'essentiel de ses pouvoirs à la suite d'une conférence nationale, au profit d'un nouveau Premier ministre élu le 26 août 1991. Ce Premier ministre est Joseph Kokou Kofigo, avocat et président de la Ligue togolaise des droits de l'homme. Le 28 novembre 1991, les militaires togolais qui se réclament du président Eyadema appellent à la démission du gouvernement de transition du ministre Kofigo. Le Premier ministre, retranché dans sa résidence, a demandé aux troupes françaises d'intervenir afin de rétablir l'ordre. Tout en appelant à un règlement pacifique de cette crise, la France rejette la demande du Premier ministre et n'achemine des troupes qu'au Bénin, uniquement pour défendre la communauté française en cas de péril. Le 2 décembre 1991, les militaires togolais encerclent de nouveau le siège du gouvernement. Le 3 décembre 1991, ils annoncent que Joseph Kofigo est fait prisonnier. Le Premier ministre explique sa décision de céder face aux putschistes afin d'éviter un bain de sang et concède le fait de surseoir à la mise en place du programme de transition vers la démocratie. Le 20 août 1993, en raison de dysfonctionnements dans l'organisation du scrutin, une dizaine de partis de l'opposition suspend sa participation à l'élection présidentielle prévue le 25 août 1993. Pour participer à cette élection, les partis de l'opposition exigent le report de la date de celle-ci ainsi que la recomposition de la Cour suprême dont ils doutent de l'impartialité, à cause du rejet de la candidature d'un membre de l'opposition, Gilles-Christ Olympio. Le 23 août 1991, les observateurs allemands et américains chargés de veiller au bon déroulement de l'élection renoncent à leur mission face au refus du pouvoir d'honorer les revendications de l'opposition, qui leur semblent justifiées. Contrairement à la France qui affirme s'en tenir aux accords de Ouagadougou du 11 juillet 1991, qui ont pour objectif de mettre fin à la crise politique et qui fixent la date du scrutin au 25 août 1991.
Le 25 août 1991, Gnassingbé Eyadema est réélu dès le premier tour du scrutin avec 96,42% des suffrages. Les observateurs français déclarent que l'élection ne s'est pas déroulée dans des conditions satisfaisantes. Le 17 février 1991, a eu lieu la première élection présidentielle pluraliste au Cap-Vert. Le Cap-Vert est l'un des rares pays au sein de la CEDEAO à avoir opéré une alternance politique ainsi qu'une transition démocratique libre et apaisée. Antonio Monteiro, premier responsable du mouvement pour la démocratie, sort victorieux de la première élection présidentielle pluraliste avec 72% des suffrages et met fin à la présidence d'Aristide Pereira, candidat du Parti africain de l'indépendance du Cap-Vert, au pouvoir depuis l'indépendance de ce pays en 1975. Cet univers électoral violent assorti de lourds conflits, dans lequel est née la majorité des processus démocratiques au sein des États membres de la CEDEAO, persiste jusqu'à présent. 2. La définition du sujet. Dans son acception la plus générale du terme, le contentieux électoral se traduit par l'ensemble des litiges relatifs à l'application de la législation et de la réglementation électorale. Selon Francis Delperrey, le contentieux électoral est une branche particulière du contentieux qui traite des litiges relatifs au processus électoral et qui a pour objectif de vérifier la régularité de celui-ci ainsi que la validité des résultats qui en découlent. Selon le moment auquel le contentieux survient, il peut être préélectoral ou post-électoral. Le contentieux préélectoral naît avant l'élection ou dès l'entame du processus électoral. Il prend la forme d'un dysfonctionnement sur les listes des électeurs, sur l'organisation de la campagne électorale, ou une réclamation sur le dépôt de candidature. Le contentieux post-électoral apparaît après l'élection et répond aux contestations et interrogations sur la régularité du processus électoral dans son entièreté. Selon Gedgero Francisco Melege, le contentieux électoral se traduit par la technique qui permet de garantir dans la mesure du possible l'équité et la régularité de la représentation dans la démocratie électorale. Du latin conflictus, le conflit se définit soit par une guerre ou une contestation entre États, soit par une rencontre d'éléments de sentiments contraires qui s'opposent. Le conflit est aussi une lutte armée, un combat entre deux ou plusieurs puissances qui se disputent un droit. Dans une acception juridique du terme, le droit humanitaire opère une distinction entre les conflits armés internationaux et les conflits armés non internationaux. Les conflits armés internationaux sont régis par les conventions de Genève du 12 août 1949 ainsi que par le protocole additionnel I de 1977 relatif à la protection des victimes en temps de guerre. Un conflit armé international oppose au moins deux États. Un conflit armé non international oppose, sur le territoire d'un seul État, les forces armées régulières à des groupes armés dissidents ou des groupes armés entre eux. Les conflits armés non internationaux sont régis par l'article 3 commun aux 4 conventions de Genève et par le protocole additionnel 2. Le philosophe et sociologue français. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.